Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le thème de la rétroactivité. Est-ce que déjà vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et vous voyez bien la présentation à l'écran? Vous avez un petit chat sur lequel vous pouvez écrire, on voit tous vos messages. Donc si quelqu'un peut me dire effectivement, ok, parfait, super, merci beaucoup. Donc on va démarrer. Je suis aujourd'hui accompagnée de Christelle et de Sabrina pour vous parler, donc c'est elles, les experts qui vont vous parler de la rétroactivité. Donc moi je suis Estelle Taverna, je suis Product Manager chez Talentia. Donc un Product Manager, qu'est-ce que c'est? Globalement, je suis en charge de toute l'offre produit. Donc la roadmap, qu'est-ce qu'on va mettre dans le produit, les prix de vente, etc. Et donc je suis là aussi pour partager avec vous, lire vos commentaires et je vais animer ce webinaire avec Sabrina et Christelle que je vais laisser se présenter. Sabrina, je te donne la main. Bonjour tout le monde, donc je me prénomme Sabrina Cadoret, donc je suis consultante paye au service Run chez Talentia depuis 5 ans, et avant j'étais en tant que gestionnaire de paye chez un éditeur de paye pendant 8 ans. Donc voilà, j'accompagne au quotidien les clients sur le fonctionnel de l'outil et le paramétrage paye de Payroll. Je te laisse la main, Christelle. Bonjour à tous. Moi, je suis depuis 4 ans à travailler pour Talentia et depuis cette année, je suis aussi référente de l'équipe de consultants au RUM. Avant, j'ai fait 20 ans de paye, 11 ans en cabinet expertise comptable et puis 9 ans en entreprise. Merci. Alors, aujourd'hui, ce matin, on a à peu près 45 minutes à passer ensemble. On va parler des enjeux de la gestion de la paye. On fera une petite introduction, une petite définition de qu'est-ce que c'est la rétroactivité. Ensuite, on aura un petit zoom sur le type de changement rétroactif. On fera le parallèle avec la manière dont la rétroactivité elle est gérée dans Payroll. On vous montrera quelques qui contrôlent la façon dont on va contrôler la rétroactivité, quels sont les enjeux administratifs qu'on va mettre en face de la rétro. Et puis, si on a le temps, on vous présentera rapidement qu'est-ce que c'est, qui est Talentia et quelle est notre offre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a quelques petits problèmes techniques ce matin. On perd Christelle de temps en temps. Donc, on va essayer de gérer tout ça. J'espère qu'elle va pouvoir rester avec nous. Allez, c'est parti. Donc, les enjeux de la paye. Quand on est gestionnaire de paye, on a plein de défis au quotidien et on se sent souvent un peu seul. J'ai fait moi aussi de la paye pendant de nombreuses années avant de basculer entre guillemets côté éditeur. Et effectivement, il y a plein de choses qui viennent stresser et qui viennent polluer un petit peu le quotidien. Donc il y a le respect effectivement le respect et la conformité du réglementaire. Alors dans le réglementaire, on va englober tout ce qui va être légal, tout ce qui va être conventionnel et aussi tous vos accords d'entreprise, etc. Donc ce réglementaire, il est mouvant et du coup, au quotidien, le gestionnaire, il doit suivre ça, faire attention, faire évoluer son réglementaire pour rester conforme à la législation. Ensuite, on a des défis sur la qualité de la paye. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la qualité de la paye? Ça va être une paye qui est conforme à la réalité, c'est-à-dire si vos collaborateurs ils ont fait des heures supplémentaires, payer les bonnes heures supplémentaires. La qualité, il y a aussi bien sûr le réglementaire. Il y a dans la qualité aussi le respect du calendrier de paye. Donc voilà, fournir une paye qui est juste, qui est le reflet de la réalité en temps et en heure. Et donc ça fait le lien avec la sécurisation des données et des processus de paye. Donc, les données de paye, c'est des données qui sont des données qui sont ultra sensibles, bien sûr, pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Donc, il faut bien un process sécurisé. Il ne faut pas que tout le monde ait accès aux données. Et puis, le processus de paye, ça enchaîne plusieurs étapes, plusieurs interlocuteurs, plusieurs personnes, plusieurs outils. Donc voilà, il faut
il faut timer tout ça et il faut sécuriser tous ces process. N'hésitez pas dans le chat à poser les questions que vous avez. On y répondra en fin de webinaire. Et vous avez aussi des sondages sur le côté. Là, vous avez des petits sondages. Donc, n'hésitez pas à répondre à ces sondages. On détaillera ensemble les résultats en fin de webinaire. Et bien sûr, à la fin de ce webinaire, vous pourrez noter ce webinaire. Allez, on se lance maintenant dans le vif du sujet du jour, dans la rétroactivité. Donc, qu'est-ce que c'est la rétroactivité? La rétroactivité, elle est nécessaire quand on a des changements légaux. Donc, on vous donnera des exemples juste après, des changements conventionnels ou contractuels qui vont affecter la paye d'un collaborateur pour une période antérieure à celle qu'on paye actuellement. Alors là, on va faire un focus sur l'état de la législation actuelle. Il y a des projets de loi qui vont faire évoluer cette rétroactivité, mais en tout cas, on a voulu aujourd'hui faire un zoom sur la situation actuelle. Je vais passer la main maintenant à Christelle qui va vous détailler les types de changements rétroactifs. À toi, Christelle. Donc, au quotidien, on va trouver 5 grandes thématiques de cas de rétroactivité. Donc, tout ce qui est changement contractuel. On a eu l'information d'une embauche après la clôture de la paye, parce qu'on est une grosse entreprise avec des éléments qui arrivent de sites différents. Ou à l'inverse, on apprend un départ un peu tardivement, les virements sont déjà partis, et on a le solde de tout compte du coup à faire de manière rétroactive. Ça peut être des changements de statut, de changements de temps. Et aussi, dans le cadre des NAO, on peut avoir des augmentations de salaire, mais du coup, avec la décision, la NAO se fait qu'en février-mars, et on veut que tous les changements soient valables dès le 1er janvier, donc on va vouloir aussi pouvoir faire cette augmentation de salaire de manière rétroactive et impacter tous les éléments de paye qu'il y a eu liés à cette augmentation, recalculer les heures, par exemple, ou des primes liées à la rémunération et pouvoir tout actualiser facilement. On a aussi donc tout ce qui est régularisation de cotisation. On a tous été confrontés, je pense, à une documentation de l'URSSAF, une notification tardive d'accident du travail rétroactive. Pareil, une notification tardive sur le taux de versement de transport qui change. Ou toute possibilité d'évolution légale ou conventionnelle sur des taux de cotisation qui arrivent ensuite. On va avoir aussi, du coup, tout ce qui est régularisation de données de paye, un montant de prime finalement qu'on veut réviser, une absence pour lequel on n'avait pas l'information, et puis c'est toujours mieux de la passer sur le mois de paye sur lequel il y a eu cette absence pour bien gérer correctement les calculs de plafond et de tranche. La requalification d'un arrêt, le salarié était en arrêt maladie et puis finalement il a monté un dossier, il a une reconnaissance en maladie professionnelle. Du coup, il faut retraiter plusieurs mois de paye, pouvoir le faire de manière fiable avec une rétroactivité, c'est toujours plus confortable. Et puis des fois, on a des rappels de salaire sur des salariés sortis déjà des effectifs. On a besoin de faire un correctif. Ça peut être, entre autres, par exemple aussi, une paye prud'homale. Et il faut respecter les taux, les cotisations, les tranches du dernier mois de salaire. Donc la rétroactivité permet de faire ça sereinement. Et d'autant plus parce que tous ces changements vont avoir des impacts non seulement sur le calcul de la paye, mais aussi sur toutes les déclarations aux différents organismes tiers, aussi bien au travers soit de DSN arrêt de travail, de DSN fin de contrat ou de DSN mensuel. Du coup, au niveau de payroll, comment on gère cette rétroactivité? On va utiliser comme méthode de calcul la contrepassation mois par mois. C'est-à-dire qu'on va annuler le calcul de toutes les payes sur la période qu'on veut régulariser et on va les recalculer complètement afin de respecter toutes les règles de calcul
qui sont spécifiques à chaque mois, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir bien respecter les tranches de chaque période, de mettre à jour tous les cumuls, tous les compteurs qui sont liés à ce recalcul et qui sont impactés par ce recalcul. Et en fait, la rétroactivité par contrepassation permet du coup, au final, d'obtenir une paye différentielle complète, aussi bien au niveau du brut, des cotisations que du net à payer. Et on utilise, nous, ce terme de paye différentielle parce que au niveau, et on le verra dans les exemples avec Sabrina, à l'écran, on va vraiment voir cette annulation et ce recalcul. Et à l'édition, on ne verra que le delta, ce qui facilitera la compréhension et l'explication auprès des salariés. Du coup, je vais laisser la main à Sabrina justement pour un petit peu illustrer ce que je viens de vous expliquer sur le fonctionnement de la rétroactivité sur notre outil. Alors pour vous illustrer du coup la rétroactivité sur Payroll, on a pris un exemple. C'est une augmentation de salaire qui a été faite au mois d'avril, mais rétroactif au 1er janvier. Donc pour contrôler le bulletin de rétroactivité, il y a plusieurs façons. Donc déjà en visuel à l'écran, on a le détail du bulletin. Donc on voit bien que toutes les lignes ont été annulées. Donc toutes les lignes de rémunération, de cotisation des périodes de janvier, février et mars sont annulées et on les recalcule avec le nouveau salaire. Donc comme ça, l'absence est bien recalculée avec le nouveau salaire et après toutes les cotisations et toutes les tranches également. Ensuite, on a une deuxième façon de contrôler le bulletin, c'est à l'édition. À l'édition, c'est un visuel synthétique des écarts. C'est-à-dire, vous allez retrouver pour chaque période les rubriques sur lesquelles il y a un différentiel entre l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc, ça permet aussi de montrer aux salariés que son augmentation de salaire a bien été prise en compte rétroactivement et qu'on a bien recalculé l'ensemble des données depuis le mois de janvier. Ensuite, pour contrôler, on peut également faire différents états. Sur Payroll, donc on a le journal de salaire, les états des charges ou les états comptables. On a possibilité en fait de sélectionner seulement l'échéance de rétroactivité, ce qui permet de vraiment savoir si la régularisation qu'on attendait correspond à ce qui a été calculé. Enfin, la régulation calculée correspond à ce qu'on attendait plutôt. Donc là, vous avez un exemple à droite de l'état des charges et à gauche du journal de paye. Et ensuite, on a aussi notre requêteur Achéri sur lequel on peut faire des requêtes pour contrôler sur tous les éléments de rémunération ou de cotisation pour identifier, si on identifie l'échéance, on a après un détail mois par mois des régularisations. Comme vous voyez sur l'exemple, on voit bien du coup l'annulation et la repassation du salaire mensualisé pour chaque période. Et on peut l'avoir aussi ce détail sur les cotisations. Donc après, je te laisse la main, Christelle, pour les enjeux administratifs. Oui, non. Clairement, la rétroactivité au sein du service, ça permet de se faciliter, de fiabiliser les calculs, mais on a aussi une communication à faire quand on est dans un service paye. C'est une communication avec nos salariés. Plus le bulletin est compréhensible, forcément, plus on a la confiance du salarié sur la compréhension du calcul qui a été fait, de la régularisation qui a été faite. Et un bulletin lisible permet justement d'accompagner le salarié sur cette compréhension. Et puis, on a aussi la communication avec tous les organismes tiers. Là, ce fonctionnement d'annuler et de recalculer permet qu'on envoie en DSM
l'information de cette régularisation en respectant bien toutes les périodes de rattachement. Donc, on le verra aussi tout à l'heure avec des exemples. On va vraiment, tous les impacts bruts et cotisations sont envoyés mois par mois afin que les organismes puissent retraiter tous les droits, aussi bien auprès de l'URSSAF, de la CAF, des impôts, etc. On envoie vraiment tous les éléments rectifiés. Et puis, on parlait d'un exemple de requalification d'arrêt. On change le motif. Du coup, il faut refaire une DSN arrêt de travail en annulaire en place, ou on a fait un seul tout compte, finalement il y avait une erreur, il faut le reprendre. On va pouvoir lancer une FCTU annulaire en place pour mettre à jour les droits auprès de France Travail, j'ai failli dire l'ancien terme, les droits auprès de France Travail pour justement mettre à jour les droits du salarié avec les informations qu'on a régularisées. Donc, si on reprend notre exemple d'augmentation de salaire depuis janvier, en DSN, ça se traduit qu'on va avoir du coup plusieurs blocs 51, 54, 58, 78 par période régularisée. Donc, par exemple, au niveau de la rémunération brute, on va avoir un bloc 51 pour le mois de janvier, pour le mois de février, mois de mars et mois d'avril. Et on renseigne la différence entre ce qui a déjà été déclaré et ce qui aurait dû déclarer pour faire le complément. Et on a exactement la même chose au niveau de toutes les cotisations. Donc ça permet vraiment d'affecter en déclaration la régularisation à la bonne période pour que ça soit traité correctement par tous les organismes, par l'URSSAF, par la GIRCARCO, pour le net social également, et pour la prévoyance et la mutuelle aussi. Donc, du coup, comme on l'a pu le voir, malgré tout, un logiciel qui permet de traiter correctement la rétroactivité, ça a beaucoup d'atouts parce que ça permet d'automatiser des calculs qui sont quand même très complexes, vu que même si on change des fois un salaire, malgré tout, il y a beaucoup de choses qui en découlent derrière. Ça permet de respecter tout ce qui est règles sociales et conventionnelles sur les périodes qu'on régularise. Même si on est sur 2 années civiles différentes ou autres, on va bien pouvoir gérer sur chaque année, chaque mois, les règles qui sont attendues et les calculs de tranches qui sont attendus. Ça permet aussi d'avoir un bulletin à transmettre au salarié où il va pouvoir retrouver tout ce détail mois par mois afin de comprendre ce qui a été fait avec son calcul de paye. Et ça permet aussi, du coup, de transmettre auprès des différents organismes des informations datées pour mettre à jour les droits de manière très, très rapide et fiable. Merci. Alors, on va prendre quelques minutes peut-être pour vous parler de Talentia. Alors, certains d'entre vous nous connaissent puisqu'on travaille déjà ensemble, d'autres ne connaissent pas encore. Donc, Talentia, globalement, 430 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros en 2023. On est présent beaucoup en Europe et un petit peu aux États-Unis. Donc en Europe, on est présent essentiellement en France et en Italie, qui sont les deux plus gros pays. On fait de la paye que en France, par contre, parce que la paye c'est très spécifique, ça demande une vraie expertise métier, et du coup, nous, on a choisi effectivement de se focaliser sur la France pour la paye. Donc, on fait de la paye qu'en France avec des collaborateurs en France. On a aujourd'hui un peu plus de 2000 clients qui sont essentiellement des ETI, donc des entreprises entre 1000 et 3000 collaborateurs dans tout secteur d'activité. On peut faire de l'industrie, des ESN, du médico-social, etc. La maison mère est en France, effectivement.
Au niveau de notre offre, nos produits, on a 2 familles de produits. Une famille paye RH, que je vais vous détailler un petit peu plus après, et une famille de suite finance, donc à travers laquelle on va gérer de la comptabilisation, de la comptabilité, des immobilisations, de l'engagement, la démat des factures, la révision comptable, la trésorerie, l'élaboration budgétaire, etc. Donc vraiment toute cette brique consolidation, voilà, toute cette brique finance. Et le deuxième pilier, c'est la paye et la RH. Donc là, je vais détailler un petit peu plus avec cette diapositive ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, dans notre solution, on a la paye que vous voyez ici, qui est une brique de notre offre, de notre solution, et on va englober tout ça dans une offre plus globale qui va vous permettre de couvrir la vie du collaborateur du début à la fin, c'est-à-dire toute la partie recrutement d'abord, le pré-boarding. Donc le pré-boarding, c'est tout ce qu'on fait avant d'être embauché, d'arriver dans l'entreprise. Le onboarding, tout ce qui va être, bien sûr, la paye du collaborateur et tout ce qui va être sa vie au quotidien. Donc, un module d'absence pour lui permettre de poser des congés, la formation, le développement de carrière, l'aspect rémunération, donc avec les campagnes de rémunération, les entretiens. Et puis tout ça, on va pouvoir analyser tout ça via un outil de BI qui s'appelle HR Intelligence et qui va vous permettre de faire différentes requêtes sur les différents thèmes qu'on a abordés. Et puis on a également donc pour la partie coffre-fort salarié un partenariat avec UKG PeopleDoc. Hop. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc je vais me mettre dans le chat et poser les questions. Alors, Sylvie nous demande comment faites-vous avec les comptables parce qu'ils ne sont pas contents du tout dans ce cas de recalcul sur plusieurs mois. Alors, le rattachement sur plusieurs mois, l'impact, c'est pour la DSN et pour présenter l'explication aux salariés. Mais le bulletin de rétroactivité est cumulé avec le bulletin du mois. Donc, on a bien une OD comptable unique pour le bulletin par salarié qui est envoyé à la comptabilité. Merci. Alors, la deuxième question de Marine, je vais y répondre. Comment gérez-vous les régularisations sur plusieurs mois avec le coffre-fort car nous ne pouvons pas modifier les bulletins dessus? Alors, juste repréciser, dans le cadre de la rétroactivité, on ne va pas retoucher les bulletins des mois précédents, on n'a pas le droit, qu'ils soient dans le coffre-fort ou pas. C'est-à-dire que ce qui a été payé au collaborateur au titre de son bulletin de janvier, on n'y touche pas. Et de toute façon, il faut toujours qu'il ait son bulletin qui est le reflet de ce qui a été déclaré en DSN et ce qui a été perçu. Mais par exemple, si on fait un changement au mois d'avril qui devait se générer normalement en janvier, c'est sur son bulletin d'avril qui va avoir la régularisation de janvier, de février et de mars. Donc les bulletins qui sont au coffre, d'ailleurs qu'ils soient au coffre ou pas, on ne les touche pas. Une deuxième question de Sylvie. Dans l'hypothèse où le salaire de base dépasse le plafond mensuel de la Sécu, y a-t-il vraiment un intérêt à recalculer les bulletins? Alors, une sur deux, Sabrina? Oui, je vais y répondre. En fait, l'intérêt de recalculer, alors que le salarié dépasse le plafond ou pas, ça permet de vraiment recalculer les tranches. Et c'est surtout important quand on fait des régularisations, mais alors sur l'année d'encours, certes, s'il dépasse le plafond, on va seulement régulariser la tranche 2. Mais si vous faites des régularisations sur l'année précédente, c'est important aussi de passer par une paye de rétroactivité parce que là, on n'a plus du tout, on n'a pas forcément le même plafond et on n'est plus sur la même année. Donc le mieux, voilà, pour avoir des assiettes de cotisation justes, c'est quand même important de passer par la rétroactivité. Je me permettrai un petit complément, tout simplement. On se rappelle que sur tout ce qui est DSN événementiel,
On va aller chercher, dans le cas d'un arrêt maladie, par exemple, les 3 derniers mois. Donc, si on n'affecte pas la régularisation sur les bons mois, on fausse aussi les bases pour le calcul des IJ. Donc là, on ne parle pas de cotisation, on parle du brut. Du coup, les salaires de référence ne seraient pas les bons. Voilà. Et c'est pareil pour l'attestation de fin de contrat également. Et effectivement, alors la dernière qui n'était pas vraiment une question de Sylvie, c'est le mois de paye en cours qui est impacté. Seulement les informations de rétroactivité sont envoyées à DSN. On ne modifie pas l'ensemble des bulletins. Effectivement, ça rejoint la question de Marine au-dessus à laquelle j'ai répondu. Bien sûr, on ne modifie pas les bulletins qui ont déjà été émis. On va partager effectivement maintenant les résultats des sondages. Alors, dans quelle mesure pensez-vous que la gestion de la rétroactivité est importante pour votre organisation? Très importante pour 42%, assez importante pour 50% d'entre vous, peu importante pour 8% et pas du tout pour personne. Donc effectivement, on voit qu'on a une très grosse majorité à 92% qui dit très importante ou assez importante. Avez-vous déjà été confronté à des problèmes de rétroactivité dans la gestion de la paye? 100% d'entre vous ont répondu que oui. Donc effectivement, aujourd'hui, et en plus avec la DSN, etc., on ne peut plus y échapper, entre guillemets. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la gestion de la rétroactivité? Alors la complexité des calculs arrive en tête avec 41%. Ensuite, le risque d'erreur avec 35%. La charge administrative importante avec 18%, autres avec 6%, et personne n'a répondu le manque de communication avec les collaborateurs. Donc effectivement, là, les principales difficultés, on voit bien que le risque d'erreur et la complexité des calculs. C'est effectivement aussi ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent de nos échanges avec nos clients et ce que nos consultants et nos experts voient au quotidien avec la difficulté de calculer correctement une rétroactivité. Alors, le dernier, j'ai pas encore les résultats. Ça y est. Quels sont les types de changements rétroactifs les plus courants que vous rencontrez? Alors là, c'est un peu plus équilibré, les réponses. Donc, modification des lois et des règlements, 36%, autres 36%, et modification du salaire minimum, 27%. Donc, globalement, les conventions, ça ne vous affecte pas trop. Donc, modification des lois et des règlements arrive quand même globalement en tête. Je crois que j'ai pas raté de sondage. Non, on est bon. On a 2 questions qui sont arrivées. Alors, si nous avons des régularisations sur N-1, donc en 2023, notre salarié était mandataire au 1er novembre et nous l'avons appris en mars 2024. Nous avons régularisé les payes depuis janvier 2024. Que conseillez-vous pour novembre et décembre 2023, je pense, sachant que les impôts sont clôturés? Alors, il y a 2 possibilités suite à cette régularisation. Soit ça a déclenché une imposition supérieure, soit à l'inverse, ça a déclenché un indu. Si c'était une imposition supérieure et donc il y a eu un salaire de versé, l'imposition fait que c'est la date de versement qui compte, donc de toute façon, ça passe sur l'année suivante. Si ça a déclenché un indu, sur le bulletin de salaire, on verra cette information d'indu, elle sera envoyée aux impôts via la DSN avec un bloc 56, mais il faudra aussi qu'en parallèle, le salarié se rapproche de la DGFiP pour signaler qu'il a une base finalement imposable moindre et avoir une régularisation de ses impôts. Mais en tout cas, l'information, malgré tout, sera envoyée en DSN aussi en parallèle pour appuyer sa demande. Merci pour cette réponse. Est-ce que vous pouvez ajouter un exemple sur la maladie avec les périodes de rattachement et l'impact sur la structure 53?
alors je ne sais pas si on va être en capacité de rajouter un exemple là comme ça. Exemple en live, non, parce qu'il faudrait pouvoir l'anonymiser, etc. Donc ça demande un petit peu de préparation quand même. Mais en tout cas, je peux vous confirmer que le bloc 53 d'activité est bien aussi mis à jour dans le cadre d'une requalification d'arrêt ou une modification d'arrêt. Ça fait bien entendu partie des champs qui sont mis à jour en DSM, avec pareil ce détail toujours mois par mois. On n'a pas de nouvelles questions, alors on peut attendre un petit peu, peut-être quelques secondes supplémentaires pour voir si d'autres questions arrivent. En attendant, vous allez donc pouvoir noter ce webinaire dès qu'on l'aura clôturé. Si vous souhaitez une démonstration de notre solution ou un échange un peu plus approfondi, vous pouvez nous contacter. Alors Rabia a mis le mail dans la conversation, info@talentia-software.com. Vous pouvez également télécharger notre livre blanc « Comment un logiciel de paye peut-il servir l'expérience collaborateur ?» Vous le retrouverez sur notre site internet. Et n'hésitez pas, bien sûr, effectivement, à noter cette présentation, à faire des commentaires. Ça nous permet de nous améliorer, de comprendre ce qui vous a intéressé, ce que vous auriez aimé qu'on discute, etc. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous dire les thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on échange également. Voilà. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne aussi, bien sûr. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, de nous avoir suivis. Merci Sabrina, merci Christelle pour votre expertise et votre participation. Je pense qu'on est beaucoup à avoir appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci à tous, passez une bonne journée et à très vite. Bonne journée à tous. Bonne journée.